Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice du premier contrôle de théorie de Fourier. Et essentiellement, c'est une question de cours, quoique il ne s'agissait pas juste de redonner des résultats, c'était plutôt des résultats dont on avait parlé en cours. Donc, on a une fonction t périodique C1 par morceau, et il s'agit de, en gros, exprimer les coefficients de Fourier de la dérivée de f en fonction des coefficients de Fourier de f. Et pour pouvoir faire ça, il faut évidemment que f et f' aient des coefficients de Fourier. Et donc la première question, essentiellement, c'est pourquoi f et f' ont des coefficients de Fourier. Autrement dit, pourquoi ils sont dans L de t. Donc là, attention, pour justifier que f et f' sont dans cet ensemble, il faut se rappeler qui c'est l'ensemble. L de t, c'est la notation qu'on avait utilisée pour les fonctions réelles à valeur dans C, telles que f est périodique, et t périodique, et l'intégrale de f sur n'importe quel intervalle de longueur t, pardon, pas l'intégrale de f justement, ça c'est ce que j'ai vu parfois, mais en fait c'est pas ça, l'intégrale de f en module au carré existe. Dans R. Donc converge, tout ça. Et la question du coup c'est pourquoi est-ce que f et f' appartiennent à cet ensemble. Donc déjà, pourquoi est-ce que f était périodique? Bah ça c'est facile, hein, c'est donné par l'énoncé. Donc ça c'est par hypothèse de l'énoncé, hein. F est t périodique. Et de plus, elle est C1 par morceau, donc en particulier elle est continue par morceau, et donc elle est intégrable sur un segment. Puisqu'elle est continue par morceau, son module au carré est aussi continu par morceau. Et une fonction continue par morceau, elle est intégrable sur tout segment. Que ce soit au sens de Riemann ou au sens de Lebesgue. On peut imprimer n'importe quoi. On peut intégrer un module de f au carré sur tout segment, en particulier sur tout segment de longueur t. Donc, f, c'est bien une fonction de L de t. Maintenant, passons à f'. Il faut qu'on commence par justifier que f' était périodique. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour tout x dans R, f de x plus t, plus grand t, c'est égal à f de x. Ok, jusqu'ici on enfonce des portes ouvertes. Mais maintenant, si on prend la dérivée pas par rapport à x de chaque côté, on va obtenir que f' aussi était périodique. Dans tous les points où f' est défini, on aura f' de x plus t égale f' de x. Donc, f' était périodique. Donc il y avait plusieurs façons de justifier ça, hein. Vous avez été un certain nombre aussi à le faire en revenant à la définition avec le taux d'accroissement, f de x plus h moins f de x, le tout sur h, et après vous mettez f de x plus grand t plus h moins f de x plus grand t, le tout sur h, et vous passiez à la limite de chaque côté. Ça marche aussi très bien. Vous pouvez aussi dériver directement. À un moment ou à un autre, par contre, il fallait qu'il y ait au moins une justification, ou au moins une reconnaissance du fait que f' était périodique.
Et enfin, comme f est C1, ça vous avez été nombreux à le remarquer, comme f est C1 par morceau, bah du coup par définition de C1 par morceau, f' est continu par morceau, donc le module au carré, alors C1 par morceau, un seul C va suffire. F' du coup, elle est continue par morceau sur R. Et du coup, f' au carré aussi. Et donc f' au carré est intégrable sur tous segments. Elle n'est pas forcément intégrable sur R, mais être continue par morceau, ça suffit pour être intégrable sur tout segment, en particulier sur tout segment de longueur T. Et ça revient à dire que f' appartient bien à l'ensemble L de 2T. Donc là, il y avait plusieurs choses à justifier à chaque fois, hein. La T-périodicité et l'intégrabilité du carré. Ok, à ce stade, on a justifié que f et f' ont des coefficients de Fourier, donc maintenant on nous demande d'exprimer les coefficients de Fourier de f' en fonction de ceux de f. Alors allons-y courageusement. Certains d'entre vous êtes passés d'abord par les coefficients de Fourier complexes avant de passer aux coefficients de Fourier réels par la formule qui donne an et bn en fonction de cn. Ça marche aussi. Moi, je vais directement calculer les coefficients de Fourier réels puisque c'est cela qu'on nous demande. Donc, an de f'. Alors, an de f', c'est qui? Attention, ici on est sur des fonctions t périodiques et j'ai jamais dit que t c'était nécessairement 2pi. Une erreur pas grave, mais en fait qui vous a un peu fichu dedans parfois, puisque du coup vous avez été nombreux à remarquer que le début c'était 1 sur t, d'ailleurs c'est pas 1 sur t, c'est 2 sur t, intégrale de 0 à t de f' de t, et après la question c'est qu'est-ce qu'on met ici? Bah, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une fonction 2pi périodique, c'est pas cosinus nt ici. Cosinus nt c'est une fonction 2pi périodique. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est des fonctions t périodiques. Et ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que pour se ramener à des fonctions t périodiques élémentaires, en fait, c'est cosinus 2πn sur grand T fois petit t dt. Les fonctions périodiques élémentaires t périodiques, c'est les cosinus 2πn sur grand T fois t et les sinus 2πn sur grand T fois t, et même chose si vous avez utilisé une exponentielle. Alors pourquoi c'était important? Parce que bon, je ne vous aurais pas non plus embêté indéfiniment là-dessus. Parce que du coup maintenant, comment on va se ramener aux coefficients de Fourier de f? Dans les coefficients de Fourier de f, il y a l'intégrale de f fois un sinus ou un cosinus. Comment on pourrait transformer f' fois cosinus en f fois sinus? IPP, hein, c'est ça. Ça semble s'imposer, je pense. Après, si vous n'y avez pas pensé, voilà, ça arrive. C'est pour ça que c'est un peu une question de cours, c'est que c'était le genre de question auquel je vous avais demandé, je crois, de réfléchir. Et du coup, ici, si on fait une intégration par partie, sur quoi on tombe? On va avoir du coup primitif de f', donc on va primitiver le f', ça va donner f. Le cosinus, du coup, dans le crochet, on lui fiche la paix. Et ensuite, on va avoir moins, donc l'intégrale entre 0 et t, de f de t. Et là, on va avoir la dérivée. Attention, du coup, on dérive le cosinus, on ne le primitive pas. Et du coup, qu'est-ce qui va sortir? On va avoir la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc en fait, ici, on va avoir un plus. Plus sinus. Et les constantes, donc 2πn sur grand T, vont sortir. Donc ici, on va se retrouver avec un 2πn sur grand T fois sinus de 2πn sur grand T fois petit t dt. Ça commence vachement à ressembler au coefficient de Fourier Bn de f.
il nous reste plus qu'à gérer le crochet. Et c'est là que c'était important, en fait, les constantes qui sont dans le cosinus, parce que du coup, dans le crochet, vous avez quoi? Bah, quand petit t est égal à grand T, on se retrouve avec f de grand T cosinus de pi n moins f de 0 cosinus 0. Cosinus de pi n fois 0, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 0. Plus 2 pi n sur grand T, intégrale de 0 à t de f de t, sinus de pi n sur grand T fois petit t dt. Ouf, voilà. Alors maintenant, il se passe quoi ici? Cosinus 0, ça fait 0. Ça, ok, ça commence bien. Cosinus 0, ça fait 1. Ça ne fait pas 0. Cosinus de pi n, ça fait aussi 1. Du coup, ici, en fait, vous avez f de grand T moins f de 0. Et f, elle est t périodique. Donc en fait, ici, il n'y a plus personne. Tout le monde est mort. Il reste seulement l'intégrale. Et l'intégrale, du coup, bah, c'est 2 pi n sur grand T fois 2 sur grand T. Ici, surtout, on ne simplifie rien. Intégrale de 0 à t, f de t, sinus à 2 pi n sur grand T. Et là, on est retombé sur le coefficient de Fourier Bn de f fois la constante 2 pi n sur grand T. Conclusion, An de f', c'est 2 pi n sur grand T fois Bn de f. Toc. Voilà pour An de f'. Et maintenant, passons à Bn de f', mais je pense que vous voyez pourquoi ça va se passer exactement de la même façon. On va du coup aller un tout petit peu plus vite. Bn de f', c'est du coup 2 sur t fois l'intégrale de 0 à t de f' de t sinus 2 pi n sur grand T fois petit t dt. D'un coup d'intégration par partie, on obtient, donc on primitive le f', on va dériver le sinus. La dérivée de sinus, ça va être 2 pi n sur grand T fois cosinus 2 pi n sur grand T fois t. Donc ici, on va garder le moins. On va avoir 2 pi n sur grand T qui va sortir. Ça commence à prendre de la place. Je vais décaler un peu tout ça. Toc, lui, il va aller là. Et tout le monde va se décaler d'un cran vers la gauche. C'est merveilleux, les tableaux virtuels. Intégrale de 0 à t, f de t, et maintenant on a un cosinus, ce qui fait ressembler tout ça à An de f. Super. Alors ici, ça va être encore plus simple, parce que du coup, dans le crochet maintenant, on va avoir sinus de pi n, enfin f de grand T fois sinus de pi n. Et sinus de pi n, ça fait 0. Moins f de 0 sinus 0, et sinus 0 pour le coup ça fait 0, pour de vrai cette fois. Donc toute la parenthèse décède, et il nous reste moins 2 pi n sur grand T fois 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de f de t, du produit scalaire en fait de f avec la fonction trigonométrique élémentaire cosinus de pi n sur grand T, petit t, dt. En somme, Bn de f', c'est moins 2pi sur n, moins 2pi n sur grand T, pardon, fois An de f.
Toc. Alors, une autre stratégie que vous avez été un certain nombre à suivre, c'est d'écrire que f était égal à son développement en série de Fourier, et ensuite vous avez dérivé dans le développement en série de Fourier, et ensuite identifié des coefficients. Alors moi je veux bien, mais il faut deux trucs. Il faut que vous puissiez dériver une somme infinie, donc il faut que vous justifiez que cette série converge, et pas juste simplement, il faut qu'elle converge normalement. Alors, c'est pas grave, comme on a vu, il y a des théorèmes de convergence normale, justement, quand la fonction est dérivable. Donc en fait, on était effectivement dans le bon cadre pour pouvoir dériver terme à terme, mais dans ce cas, il faut le dire. Vous ne pouvez pas juste avoir une somme infinie, la dériver, et tout va bien. Il faut justifier que f est bien effectivement égal à une somme infinie, et que cette somme infinie converge pas juste simplement, mais normalement vers f. Et à cette condition-là, vous pouviez dériver vous pouviez dériver à l'intérieur de la somme. Mais, à nouveau, j'insiste lourdement, il faut le dire. Une deuxième objection, c'est que du coup, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui vous dit que la série dérivée converge vers f'? Donc à nouveau, c'est une conséquence de la convergence normale, mais bah, du coup, même chose, il faut le dire. Et de deux, il faut que vous puissiez identifier. C'est pas parce que vous avez la somme d'un truc qui est égale à la somme d'un autre truc que terme à terme c'est égal. Donc il vous fallait un troisième truc, et c'était l'unicité du développement en série de Fourier. Alors c'est positivement merveilleux parce qu'on a aussi un théorème pour ça, qu'il fallait citer du coup. Donc je dis pas que cette démarche était fausse, je dis juste que si vous l'utilisez, il faut que vous justifiez les étapes que vous prenez. Je suis d'accord que c'est intuitif, je suis d'accord que c'est ce qu'on a envie de faire, c'est d'ailleurs pour ça que c'est vrai, mais il faut le dire. Donc c'est pour ça que dans le corrigé, je ne fais pas figurer cette stratégie-là, parce que pour le coup, les coefficients de Fourier, c'est beaucoup plus facile d'avoir des coefficients de Fourier, c'est beaucoup plus facile d'avoir ces intégrales-là qui convergent, que d'avoir la convergence normale d'une somme infinie vers une certaine fonction, comme on a vu. Donc ça me coûte moins cher de faire ça. Votre stratégie marchait aussi si vous avez dérivé dans la somme infinie, mais dans ce cas-là, il fallait la justifier avec vraiment beaucoup de soin. Et je suis au regret de dire que souvent, ça n'a pas été le cas. Donc si j'ai pas mis autant de points que vous auriez souhaité sur cette question-là dans votre copie, si vous avez utilisé ça, c'est pas pour dire que la stratégie n'était pas correcte, c'est pour dire que dans ce cas-là, il fallait justifier. Donc c'est tout ça pour dire que c'était pas la seule façon de faire, mais les autres façons de faire coûtent plus cher en rédaction. Voilà, fin du sermon. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Alors maintenant, on a étudié les dérivées d'une fonction t périodique. On a vu que si on a une fonction t périodique, sa dérivée est automatiquement périodique. Et on a calculé les an et bn de f'. Est-ce qu'on peut faire pareil avec la primitive? Est-ce que la primitive d'une fonction périodique, c'est périodique? Si oui, pourquoi? Sinon, contre-exemple. Alors là, c'était très partagé. Il n'y avait pas de majorité absolue dans aucune direction. Ce qui est pas déconnant, hein, je veux dire, c'est pas intuitif spécialement. On a l'impression que si les dérivés ça marche, les primitifs ça devrait marcher. Alors d'un autre côté, essayons. Prenons une primitive de f, qui est du coup une fonction C1 par morceau t périodique. Soit x dans R, et du coup ce qui nous intéresse c'est est-ce que f de x plus t, est-ce que f de x plus grand t, est-ce que c'est égal à f de x? Voilà, le théorème pompeusement appelé théorème fondamental de l'analyse vous permet de dire que grand f de x plus t moins grand f de x, vu que c'est une primitive, c'est l'intégrale entre x et x plus t de f de t, petit f de t dt. Et ça, ça en fait, c'est t fois la moyenne de f, c'est-à-dire c'est t fois a0 de f. Mais a0 de f, ça fait pas toujours 0. Donc là, on commence à se dire que ça sent le pâté. A priori, f de x plus t moins f de x, ça n'a pas de raison d'être nul.
Contre-exemple stupide, vous pouvez prendre f de x égale 17. Voilà, la fonction constante égale à 17, elle était périodique, quelle que soit t. Elle était périodique, et sa primitive, bah, c'est 17x, qui n'est pas follement périodique. En général, quand vous avez trouvé un contre-exemple, vous avez trouvé celui-là. Si vous l'avez trouvé, j'aimerais vous en féliciter parce que le plus dur, c'est de trouver des contre-exemples stupides. Souvent, on cherche des contre-exemples intelligents, alors que des fois, ça pêche dès les premières, dès les fonctions les plus débiles. Donc, si vous avez trouvé le contre-exemple, bravo, c'était pas forcément évident. Il y avait d'autres exemples moins stupides, comme par exemple cosinus carré x ou des choses comme ça, qui sont strictement positives sur un sous-intervalle. Donc, en fait, l'intégrale peut pas être nulle, hein, sinon cosinus serait nul, ça se saurait. Donc ça, c'était une autre possibilité, une fonction périodique, mais dont la moyenne n'est pas nulle. Vous pouviez prendre cos carré, valeur absolue de cosinus, sinus carré, des choses comme ça. Mais déjà, les fonctions constantes, ça comprend déjà l'eau. Donc, les primitives de f ne sont pas nécessairement t périodiques. Et c'est la conclusion de ce premier exercice. Je vais juste écrire les primitives de petit f ne sont pas nécessairement t périodiques. Ni même périodiques tout pour d'ailleurs. Et c'est tout ce qu'on avait à raconter pour ce premier exercice. Donc, comme vous voyez, c'était une question de cours dans le sens où les résultats que je vous demandais de remontrer, c'est des résultats dont on a parlé en cours. Mais quand même, vous n'auriez jamais ouvert le cours, c'était pas non plus inabordable, je pense. J'ai eu un peu peur qu'en mettant question de cours, personne n'essaye, parce que des fois, quand on met question de cours, ça fait plutôt fuir les gens. Heureusement, tout le monde a essayé, donc et ça s'est plutôt pas trop mal passé. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, sinon je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour l'exercice 2.